Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Célébration de la journée mondiale de préservation de la couche d'ozone ce vendredi. L'événement a été marqué au Bénin par un défilé et une cérémonie de remise de prix aux meilleurs acteurs œuvrant pour la protection de la couche d'ozone. L'ONU cherche à expliquer les violences faites aux femmes au Sud-Soudan. Elle vient de monter à cet effet une commission spéciale. Et puis, élection législative en Russie, c'est pour le dimanche prochain. Le président Vladimir Poutine appelle les Russes à aller voter. Il s'est exprimé ce mercredi. Ouvrons ce journal par cette information. Bref, la commune d'Alada a un nouveau maire, son nom Michel Aclérinton. Il a été élu ce vendredi matin. Il était premier adjoint au maire déchu, Mathias Digla. Célébration de la journée mondiale de la couche d'ozone. Que peut apporter au Bénin la célébration d'une telle journée? Écoutez la réponse du directeur général de l'environnement. Il met aussi l'accent sur ce qu'est la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est un parapluie naturel que le Créateur a mis, qui nous permet donc, qui nous préserve contre les rayons ultraviolets qui nous parviennent du soleil. Donc c'est un bouclier qui nous protège et qui permet donc un bon fonctionnement de la vie sur la Terre, tout simplement. Donc c'est à travers ce parapluie que nous arrivons donc à vivre, tout simplement parce que ça constitue un filtre qui permet donc de limiter donc tous ces rayons ultraviolets donc qui arrivent sur la surface de la Terre. Le thème retenu au niveau de la communauté internationale et qui est le thème aussi retenu au niveau du Bénin, c'est l'ozone et le climat restauré grâce à un monde uni. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne l'ozone, je vous ai dit c'est un parapluie et dès qu'il y a des dégradations, ça veut dire que c'est des trous que vous avez au niveau de ce parapluie. Le climat aujourd'hui ici, cela ne nous disait rien il y a de cela 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que les changements climatiques posent d'énormes problèmes. Mais ozone et climat restauré grâce à un monde uni parce qu'il y a déjà une dégradation, donc il faut penser à une restauration, donc en éliminant les substances approvissionnant la couche d'ozone. Il faut penser aussi à un changement de comportement, réconcilier donc les hommes avec leur environnement. Et donc voilà pourquoi, donc ensemble unis, donc sur toute la planète, nous pourrons donc aller encore faire d'autres pas et réduire donc le réchauffement climatique. Célébrer la journée mondiale de la couche d'ozone nous permet d'informer, de sensibiliser nos populations, de sensibiliser les acteurs qui utilisent les substances approvisionnant la couche d'ozone, à savoir les hydrochlorofluorocarbones, les chlorofluorocarbones, les bromures de méthyle et puis les halons. Donc, dans toute la chaîne, toutes ces molécules participent à la dégradation donc, de la couche d'ozone et il est très important pour nous de sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire partant des artisans, des techniciens, des ingénieurs, donc jusqu'aux enseignants même qui enseignent dans le froid et la climatisation. Et mieux encore, ça permet de sensibiliser la population en ce qui concerne la consommation de ces différents produits qui sont des fluides frigorigènes que nous utilisons dans les chambres froides, pour les climatiseurs et autres. Donc voilà donc le but de la célébration donc de cette journée de préservation de la couche d'ozone. Bénin a mis en place un programme de gestion, d'élimination de ces substances, notamment l'hydrochlorofluorocarbone, et a défini un calendrier, un agenda donc avec l'international parce que c'est suivi systématiquement par la convention, le secrétariat de la convention d'ozone. Et donc cet agenda, ce calendrier nous permet donc d'éliminer progressivement ces substances donc, qui arrivent sur le territoire béninois. La planète tout entière célèbre donc la 29e journée mondiale de la préservation, de la prévention de la couche d'ozone au Bénin. Cette journée a été marquée par un défilé et une remise d'équipements frigorifiques et de prix à divers acteurs du froid et de la climatisation. Ces activités sont des initiatives du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Voici le compte rendu que nous font Fréjus Serwan et Fréjus Fiossi. C'est par ce défilé que les festivités marquant la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone ont démarré ce vendredi 16 septembre 2016. Itinéraire, ministère du cadre de vie, Carrefour 3 Banques, Carrefour Zongo, Carrefour Unafrica puis Carrefour Saint-Michel, Kaboma et retour au ministère. Ici, différents prix ont été remis au premier, au CAP et au DIT 2016 en froid et climatisation.
3 frigoristes ayant respecté les normes d'exercice de leur métier et utilisé les fluides respectueux de l'environnement ont été aussi gratifiés. Quant au centre de formation technique et professionnelle ayant les filières froid et climatisation, ils ont reçu des équipements frigorifiques modernes. Il s'agit des lycées techniques de Pondéou de Cotonou, de Boïcon, celui industriel de Porte-Nouveau et l'Institut universitaire de Lokossa. Les équipements qui seront mis à votre disposition sont évalués à 100 millions de francs CFA et sont composés de kits de recyclage, de balances digitales, de bouteilles de récupération, d'évaseurs TST et de tuyaux TST, etc. Notre souhait est que l'utilisation soit immédiate pour la protection de notre environnement et pour la satisfaction des besoins de nos populations. Pépin Aïnan, directeur général de l'environnement, explique ici le bien fondé de ces différentes dotations. Ces équipements acquis à grands frais contribueront efficacement à améliorer les prestations de services au profit de nos populations et à la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone et constituent le pas de géant dans la marche de notre pays vers le développement durable. Car ces équipements facilitent la mise en œuvre des connaissances acquises dans le domaine des nouvelles technologies en matière de froid et de climatisation. Après cette allocution a suivi successivement celle des représentants des récipiendaires des prix et des proviseurs des lycées ayant reçu des équipements frigorifiques de dernière génération. Nous promettons prendre toutes les dispositions nécessaires pour la gestion durable de ces équipements au profit de la satisfaction des besoins de nos populations. Nous promettons ici et maintenant que nous allons faire un bon usage de ces équipements dans nos différents ateliers et dans les différents lycées techniques sur tout le territoire national. Et ainsi, les produits qui seront désormais formés dans ces lycées contribueront donc à l'amélioration de la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone. Cette cérémonie a pris fin par la signature d'un protocole d'accord entre le ministère du Cadre de vie et du Développement durable et ses directeurs départementaux sur l'utilisation effective des équipements dans leurs départements respectifs. Une série d'initiatives qui témoignent de l'engagement de ce ministère à lutter efficacement contre la destruction de la couche d'ozone. Toujours au registre environnement, le bassin du fleuve Niger connaît une crue. C'est la conséquence de la saison pluvieuse du nord du Bénin. Du coup, des inondations sont notées déjà dans certaines villes telles Karimama et Malanville. Quelles sont les dispositions prises par l'Agence nationale de la protection civile pour gérer ces sinistres? Est-il possible que ce phénomène soit ressenti au sud du Bénin? Réponse dans ce sujet de Koné Aïssé et Damien Pedro. Des signes d'inondation sont de plus en plus visibles dans plusieurs communes du Bénin après les dernières pluies. La situation est déjà préoccupante dans le nord, précisément dans les communes de Malanville et de Karimama, avec la crue du fleuve Niger. Le niveau d'eau observé dans le bassin a atteint le seuil d'alerte rouge selon les données publiées par le système d'alerte précoce. Nous étions sur les lieux pour faire l'état des lieux. Les statistiques existent, je peux vous les donner déjà sur Karimama et Malanville. Les eaux effectivement sont à plus de 8 mètres de hauteur. Vous imaginez les eaux à 8 mètres de hauteur, ce que ça pouvait causer. Le sud étant en partie un réceptacle d'eau pour le nord, la situation critique au niveau du bassin du Niger peut-elle engendrer des cas d'inondation dans le sud? Les inondations à Malanville et Karimama n'ont rien à voir avec les inondations dans le sud du Bénin. Et je vais vous expliquer. Les inondations à Malanville et Karimama sont produites par le fleuve Niger. Ce fleuve parcourt environ 7 pays et c'est les eaux qui sont tombées dans ces pays qui doivent passer par Malanville. Et c'est ces eaux qui inondent Malanville, mais après ces eaux continuent leur chemin vers le Nigeria, sans descendre vers le sud du Bénin. En revanche, les inondations au sud du Bénin sont le fait de 2 autres fleuves qui n'ont rien à voir avec le fleuve Niger. C'est le fleuve Ouémé, dont le bassin concerne une partie du nord Bénin, notamment les zones de Djougou, Parakou, Bassila sont dans le bassin de l'Ouémé. Donc les eaux tombées dans ces zones descendent vers le sud et peuvent créer des inondations dans la basse vallée de l'Ouémé. L'alerte donnée a déclenché tout le système de protection et de sécurité. L'Agence nationale de protection civile, qui joue un rôle plus préventif, est déjà à l'œuvre dans toutes les communes. Nous avions auprès des communes formé des pères éducateurs, c'est-à-dire des partenaires, des volontaires
qui sont là pour relayer nos activités. Nous avions formé des secouristes dans presque toutes les 21 communes à haut risque d'inondation. Et dès que la lettre a été donnée, mes éléments sont allés sur le terrain pour aller les sensibiliser davantage, pour qu'eux, à leur niveau, puissent relayer la sensibilisation au niveau des populations. Dans ces communes à haut risque, des sites d'accueil devront être également identifiés en collaboration avec les autorités préfectorales et communales pour accueillir les populations en cas de graves inondations. Beaucoup de maires n'ont pas pu identifier de sites d'accueil, si bien que aujourd'hui nous sommes toujours en train de jouer. C'est les écoles, c'est les églises, les centres de choses, les maisons du peuple, qui nous servent de sites d'accueil, alors que ça ne devait pas être le cas. Il doit y avoir des sites d'accueil fiabilisés, sécurisés. Parce que vous voyez des cultures importées, c'est le risque de famine. Vous voyez? Donc en même temps, comment est-ce que nous allons faire pour pallier à cela? Quels sont les vivres et les non-vivres dont nous disposons? L'agence en dispose, c'est déjà prépositionné, mais ce que nous avons ne suffit pas. Donc, nous avons fait appel aux partenaires techniques et financiers, nous avons fait appel à toutes les structures nationales pour nous venir en aide. En dehors du bassin du Niger, la situation n'est pas également stable sur les bassins du sud, à savoir l'Ouémé et le Mono. Des débordements pourront être observés à tout moment. Les populations sont donc appelées à rester vigilants. Le drame de Tori-Avamé, on en parle encore. Des personnes ont été relevées de leurs fonctions pour leur responsabilité dans la survenance de ce drame. Comment expliquer cette décision du gouvernement? Certains journalistes ont leur avis sur la question. Sanctions administratives prononcées, ouverture d'enquêtes judiciaires et de procédures à l'encontre de quelques personnes jugées fautives dans la survenance du drame de Tori-Avamé, les punitions gouvernementales n'ont pas tardé à pleuvoir après ce drame qui a coûté la vie à près de 20 citoyens et fait 97 blessés. Du commissaire de police de Tori-Bosito, du chef de brigade de la gendarmerie de Tori-Bosito et du chef dépôt de douane. Ces 3 agents ont été relevés de leurs fonctions. Une réaction du gouvernement qui ne manque pas d'explications. Au-delà de tout, la responsabilité du gouvernement en place est engagée du simple fait que le gouvernement est en place. Ça suppose que c'est une question morale pour l'État de pouvoir réparer les préjudices, encore que l'État peut ne pas le faire, et contraindre la société à réparer les préjudices causés et à dédommager les victimes. L'État et la justice, encore que certainement que la justice le fera, dans cette situation, la justice prend des mesures pénales, mais également des mesures civiles. Les éléments d'analyse sur le drame de Tori ont également révélé plusieurs inégalités, comme le défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'incinération par la société incriminée. Une pratique frauduleuse que Nelson Avademe a du mal à comprendre. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Alors, je dis, il faut aller au-delà de ça. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Bénin, qu'on ait un site du genre, qu'un promoteur n'ait pas l'agrément et exerce en toute quiétude et en toute liberté. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des complicités à des niveaux très élevés. Donc ces 3 ministères, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce, je crois que les responsabilités doivent être situées et si ces ministres ont encore un peu de dignité, je crois qu'ils doivent déposer simplement le tablier. On a beau sanctionner, il subsiste quand même des interrogations au sujet du drame. Est-ce que les procédures pénales annoncées seront effectivement, ou plutôt vont effectivement aboutir? Est-ce que les victimes ainsi que leurs familles obtiendront justice? Est-ce que des velléités d'accointance ne vont pas se mêler à la danse? Il y a beaucoup de questions qui se posent et nous attendons, nous espérons vivement que le gouvernement du président Patrice Talon profitera de l'occasion pour rassurer les Béninois que la justice et l'équité existent encore. Comme quoi, le drame de Tori-Avamé n'a pas fini de faire parler de lui. Culture à présent, les stades de l'intégration culturelle africaine seront honorés et récompensés ce samedi à Cotonou. C'est dans le cadre de la grande soirée de gala et de remise de trophées aux lauréats du festival SICA. Le lancement de cette 11e édition a eu lieu ce jeudi sur l'esplanade de la place du Souvenir. Ahmed Arekba et Cyril Agbo.
Et c'est aux représentants du ministre de la Culture que l'honneur a échu de procéder au lancement officiel de cette 11e édition du festival. Loin d'être un concours qui oppose les nominés d'un pays à un autre, les trophées SICA doivent être considérés comme des challenges pour une intégration vraie, pour une intégration réussie. Tous les artistes qui participent au trophée SICA 2016, nous souhaitons bon courage, bonne chance et bon séjour au Bénin. Que les meilleurs gagnent. C'est sur ces mots d'exhortation qu'au nom du ministre du Tourisme et de la Culture, son Excellence Ange Nkwe, je déclare officiellement lancé les activités de la 11e édition du Festival SICA 2016. Vive la culture, vive SICA 2016. Le moyen le plus court pour réussir l'intégration africaine reste et demeure la culture, et c'est fort de cela que la Golden International Promotion, avec à sa tête le président Ali Wassisi Sisi, s'attelle depuis plus d'une dizaine d'années à distinguer et récompenser les stars de l'intégration culturelle africaine. Mesdames et messieurs, nous avons démarré cette fête avec beaucoup de couleurs. Nous avons des amis qui sont venus du Togo, qui sont venus du Bénin, qui sont venus de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Ghana, du Nigeria, du Niger, du Gabon, du Tchad, de l'Égypte, etc. Demain, ici même, nous avons un événement que nous allons appeler couleur locale. Nous avons servi un plat purement béninois à nos hôtes. Il y a des artistes comme Séné Noble, Sessimain, Kala Moulay et autres qui vont s'exprimer ici. Samedi, ça va être la compétition que vous connaissez bien, avec nos hôtes qui sont venus de partout ailleurs. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, l'heure n'est pas au discours. Je vous souhaite une très bonne soirée. En attendant ces deux grands rendez-vous, le public ayant massivement effectué le déplacement a pu avoir un avant-goût avec des défilés de mode de talentueux créateurs africains, mais aussi des prestations d'artistes tels que Kalamoulaye et Kromayon du Bénin ou encore Sonia Blais du Congo. L'actualité sur le continent, des Gabonais ont affiché ce mercredi à travers une marche sur leur soutien au président sortant, candidat déclaré vainqueur de la dernière présidentielle au Gabon, Ali Bongo. Ils ont effectué leur marche dans un fief pro-Bongo. C'est un commentaire de Antoinette Sabou. Jeunes pour la plupart, les partisans du président réélu Ali Bongo ont organisé une marche de soutien ce mercredi à leur leader charismatique. Pendant près d'une heure, les manifestants ont marché dans le calme encadré par les forces de sécurité dans les rues du quartier populaire Pondakébé, un fief de la famille Bongo. Dans leurs propos, on peut retenir « Nous ne voulons pas de jumping. Ali est notre président à tous, élu démocratiquement, même si certains pro-Bongo sont menacés par le groupe de l'opposition jumping dans leur quartier. » À l'étape actuelle, le peuple gabonais attend la Cour constitutionnelle pour connaître définitivement son président. Des réclamations ont été faites à notre encontre pour contester l'élection du candidat Ali Bongo Ondimba. Nous avons d'abord le devoir de démontrer que ces allégations sont infondées et ensuite nous allons montrer qu'ailleurs il y a eu des choses pas claires du tout qui sont reprochables à nos adversaires. Nous attendons, nous sommes tous en attente, nous avons les regards tournés vers la Cour constitutionnelle, nous attendons ce qu'elle décidera. Et nous, en bons républicains, nous sommes tout à fait disposés à appliquer les instructions de la Cour, à mettre en œuvre les décisions de la Cour. D'ici le 23 septembre, le Gabon pourra fermer cette page de violence qui a éclaté après la proclamation officielle des résultats provisoires donnant Ali Bongo vainqueur et qui a fait 3 morts selon le ministre de l'Intérieur et plus de 50 d'après le camp de l'opposition.
La violence faite aux femmes au Soudan du Sud, objet d'une enquête, c'est un choix de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies a pour atteindre cet objectif créé une commission spéciale. Écoutez ici Yasmine Soka sur le sujet. Les femmes se sont exprimées durant ces réunions. Elles ont évoqué leur expérience de violence sexuelle, en particulier quand elles sortaient du site du POC pour chercher à manger ou pour chercher du bois. Des femmes jeunes et des femmes âgées ont raconté avoir été violées par des hommes armés en uniforme. La commission reste inquiète concernant ceci. L'espace restant pour la société civile diminue. Cela inclut aussi des intimidations et du harcèlement contre ses membres, les forçant à fuir dans les pays voisins. La liberté des médias est continuellement menacée, les journalistes et maisons de la presse sont harcelés. Les restrictions mises en place par les missions de l'ONU et les acteurs humanitaires les limitent pour rencontrer les plus vulnérables et donc pour faire leur travail. Seule la justice et le fait d'assumer ces actes donnera au Sud-Soudan une paix durable et honnête, ce qui est ce dont il mérite. Il est largement reconnu dans le pays que rompre le cercle de l'impunité requiert de mettre devant leurs responsabilités ceux qui perpétuent les abus et crimes sérieux. En Russie, le président Vladimir Poutine appelle les Russes à aller voter le 18 septembre prochain dans le cadre des futures législatives. On l'écoute. Je vous demande d'aller aux urnes de voter, d'exprimer votre position. Je suis persuadée que, quelles que soient les opinions politiques que nous avons, la participation au vote est un devoir civique pour chacun de nous, une manifestation de nos sentiments envers notre pays et de notre attention pour son avenir. Faites votre choix. Il était attendu, il est enfin disponible. L'iPhone 7 Apple lance la vente de la toute dernière version de la gamme iPhone et ce téléphone mobile s'arrache déjà comme de petits pains dans certains des 25 pays comme Singapour et le Japon où il est vendu ce vendredi. Il coûte 769 €, soit 54 millions francs CFA. Les cyclistes berlinois ne veulent plus d'infrastructures, ils veulent plus d'infrastructures donc pour vélo. Ils entendent provoquer un référendum pour cela. Cyclistes imprudents, piétons distraits, véhicules garés en double file. À Berlin, la population augmente et les dangers de la route aussi, en particulier pour les amateurs de vélo. Avec ces infrastructures anciennes et l'augmentation de la circulation, la capitale allemande n'est plus vraiment l'amie des cyclistes. Les cyclistes peuvent être vraiment agressifs. Moi, personnellement, je pense qu'ils sont plus dangereux que les voitures. Je ne dirais pas que c'est tout le temps périlleux, mais il y a parfois des situations ou des endroits qui sont vraiment dangereux. Le nombre d'accidents, parfois mortels, est en augmentation dans la capitale allemande. Les associations de cyclistes berlinois se sont donc rassemblées en initiative populaire. Objectif, obliger le Sénat de la ville à organiser un référendum proposant un plan de développement des infrastructures vélo, avec notamment l'aménagement de voies rapides et l'élargissement des pistes existantes. Le vélo, c'est bon pour Berlin. Ça aide à la protection de l'environnement, ça réduit le bruit, les gaz d'échappement. Si on veut améliorer la ville, il faut parier sur la circulation des vélos. Les organisateurs doivent rassembler 170 000 signatures de Berlinois en 4 mois pour obtenir l'organisation du référendum. Ils chiffrent leur projet à 320 millions €, mais à la mairie, on avance une toute autre somme, 2 milliards €. Pour l'une des villes les plus endettées d'Allemagne, la facture serait salée. Le maire adjoint a donc un autre projet. On veut mettre l'accent sur les transports en commun et aussi mieux combiner la circulation des piétons et des cyclistes. Sans oublier le transport automobile qui a été trop ignoré. Il est de ma responsabilité de rééquilibrer les intérêts des différents moyens de transport de cette ville. Les principaux partis politiques ont mis la mobilité et la sécurité des cyclistes sur leur programme électoral. Dans une ville qui compterait 2 fois plus de vélos que de voitures, difficile de se faire élire sans les amateurs de la petite reine. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et à demain.